Salut la team et bienvenue dans ce nouveau format où je te raconte l'histoire d'une marque ou d'un personnage marquant de l'histoire automobile. Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une marque américaine de supercars, Vector. Mais avant ça je tiens à préciser que le sujet et les infos m'ont été très largement inspirés par le site Road Story qui consacre un dossier à Vector. Je me suis également appuyé sur les articles en ligne et les pages Wikipédia. Tous les liens sont dans la description. J'ai sûrement oublié quelques crédits, je m'en excuse. Bien installé, ceinture attachée, allez, on part de l'autre côté de l'Atlantique. L'histoire commence en 1972, lorsque Gerhard Wiegert, alors âgé de 27 ans, diplômé de l'Art Center College of Design, une école située à Pasadena en Californie, présente au salon de l'automobile de Los Angeles une simple maquette sans moteur d'une supercar de sa conception. Son but, relancer les États-Unis dans la course aux voitures d'exception, tant sur le plan du design que sur le plan des performances, face aux marques italiennes de l'époque. Ces dernières dominaient outrageusement le marché avec des voitures comme la Countach chez Lamborghini ou la BB512 chez Ferrari. Et même si les États-Unis disposaient d'une offre en termes de muscle car, c'est-à-dire des voitures avec un gros moteur mais pas forcément d'exceptionnelle qualité dynamique, ils ne disposaient pas de réponse crédible aux monstres italiens. C'est ainsi que naquit la Vector, projet fou aux ambitions démesurées. Ce n'est qu'en 1978 que Wiegert monte enfin son entreprise après avoir plus ou moins réuni les fonds nécessaires. Il fonde la Vector Motor Corporation, qui se situe alors à Wilmington, au sud de Los Angeles, toujours en Californie. Il lance alors le projet de ce qui devait être la première Vector de série, la W2, W pour Wiegert et 2 pour le nombre de turbos dont elle disposait. Look hyper agressif, porte en élytre, la W2 était équipée d'un V8 Chevrolet de 5,7 litres 2 cylindrés et développait sur le papier la bagatelle de 600 chevaux. Ce moteur promettait à la bête d'atteindre la vitesse de 389 km/h. Cette limite impressionnante, d'après la légende, la W2 l'aurait atteinte sur le lac salé de Bonneville, mais avec un moteur Donovan pourtant moins puissant et avec un équipement aérodynamique largement retravaillé. La boîte de vitesse, quant à elle, était à 3 rapports automatiques. Très américaine, cette idée prenait à contre-pied les boîtes mécaniques européennes, mais ne faisait pas vraiment rêver les amateurs de talons-pointe. Bref, un projet incroyable pour cette époque. Et qui ne restera finalement qu'un projet, puisqu'aucune véritable W2 de série ne sortira de l'usine. La gestation ayant été longue, très longue. 20 ans, durant lesquels la voiture fut exploitée médiatiquement en plein, faisant la une de nombreux magazines, faisant l'objet de tests, étant présentée dans les salons de l'auto du monde entier. Une gestation très longue donc, en raison de difficultés financières et d'un contexte économique pas toujours favorable. De fait, en 1989, la W2 est rebaptisée W8, et avec ses 80 employés contre 4 précédemment, la marque devait cette fois-ci prendre son envol. Ainsi, ce sont 22 véhicules qui sortirent de l'usine entre 1989 et 1993. L'idée de base héritée de la W2 pour cette W8, prendre l'aviation comme référence. En gros, faire un avion de chasse pour la route. Ainsi, les matériaux comme le carbone, le kevlar ou l'aluminium représentaient la majeure partie des pièces. Les méthodes qui devaient servir à la construction des Vector étaient également issues de l'aéronautique. La légende raconte qu'on trouvait même sur le tableau de bord des commandes empruntées aux avions de combat. Mais étrangement, on n'en distingue pas vraiment sur cette vue intérieure. Cependant, on peut noter la présence d'écrans qui pour l'époque figuraient complètement le futur. Le moteur, toujours implanté en position centrale arrière, était cette fois-ci un V8 Rodec de 6 litres, développant en mode normal 625 chevaux pour un couple camionnesque de 880 Nm. À titre de comparaison, la Ferrari F40 produite environ à cette époque ne disposait que de 577 Nm et de 478 chevaux, couplés à une boîte manuelle 5 rapports. Les paramètres de performance de la W8 pouvaient être ajustés au tableau de bord et on raconte qu'une puissance de 1200 chevaux a été mesurée en pression maximum de turbo à l'usine. Pas de précision sur la fiabilité dans de telles conditions, probablement le temps d'aller chercher du pain avant que tout cela n'explose. Le véhicule pesant à peine 1500 kg, on promettait de le 0 à 100 en 3,9 secondes. Ce qui pour des performances actuelles est assez long puisqu'il faut compter 2,6 secondes pour le même résultat à bord d'une LaFerrari. Mais qui pour l'époque rivalisait avec la F40 et collait presque une seconde à la vieillissante Countach. Côté pointe de vitesse, ce sont toujours les 389 km/h qui étaient visés. Et côté boîte de vitesse, on trouvait toujours la boîte auto 3 rapports d'un autre temps. Assez prometteuse sur le papier, cette W8 fut pourtant un échec cuisant. Très mal notée par la presse lors des tests, les moteurs cassants et les pannes se succédant, la voiture fut victime d'un assez bad buzz comme on ne le disait pas encore à l'époque.
La légende raconte même qu'un modèle appartenant à André Agassi fit la une des journaux après avoir brûlé suite à une surchauffe. À la décharge de la marque, Agassi n'était pas censé s'en servir. Le véhicule n'ayant pas encore été finalisé, il lui avait été confié en prêt avec pour instruction qu'elle reste au garage. Il est cependant assez probable que cette histoire ne soit le résultat que d'un effet boule de neige, le fan club Vector France précisant de son côté que mis à part quelques soucis mécaniques, elle n'aurait pas pris feu. Seul le magazine Road & Track put boucler un essai complet en réalisant 4,2 secondes de 0 à 100 et atteignant la vitesse respectable de 350 km/h. L'article fut élogieux pour les équipes de Gerhard Wiegert et vous pourrez le trouver en description. Le succès allait-il enfin arriver? En tout cas, l'aventure semblait bien partie pour durer. Mais hélas, la marque fut de nouveau mise en difficulté. En 1993, Vector présentait un nouveau modèle au Salon de Genève. Trop tôt, trop vite. Une nouvelle fois, l'ambitieux créateur avait laissé son enthousiasme débordant aller plus vite que la musique. Et il n'avait pas laissé le temps à la W8 de véritablement s'installer sur le marché. L'Aftec WX3, puisque ce serait le nom de cette nouvelle voiture, était déclinée en deux versions. Un coupé et un cabriolet, avec 3 motorisations allant de 600 à 1200 chevaux. Cette fois, le bloc propulseur était propriétaire, fini les Chevrolet, Donovan, Rodec et compagnie. Mais en même temps, la marque s'associait plus ou moins contre sa volonté à une société indonésienne, Megatech. Cette dernière souhaita prendre possession de Vector tout en proposant à Wiegert de rester PDG. S'en est suivi un psychodrame durant lequel Wiegert refusa de quitter son bureau, se retranchant même dans le bâtiment de la société. Rien n'y fera, et il sera viré de sa propre boîte, conservant tout de même la propriété des 2 prototypes du Salon de Genève. Il obtiendra même que Megatech n'ait pas le droit de produire des voitures à partir de ses conceptions telles quelles. Megatech déguisera la WX3 pour la commercialiser sous le nom de M12, en l'équipant du V12 de la Lamborghini Diablo. Hélas, ne pouvant pas payer la facture des moteurs, la production des M12 est stoppée en 1999 après 3 ans et 17 voitures produites. De toute façon, la voiture fut de nouveau descendue par la presse. Juste avant de définitivement couler, Vector lança en production la SRV8, sorte de M12 du pauvre, bricolée à partir d'un châssis de course dont un seul exemplaire sortira de la chaîne, avec pour principale différence le retour à un moteur américain, un V8 General Motors. Wiegert ayant récupéré devant les tribunaux sa marque en 1999, il préféra mettre la clé sous la porte, qualifiant lui-même Vector de toxique. Mais Wiegert est un ambitieux businessman, il ne jette pas l'éponge, et après avoir fait fortune avec sa marque de jet ski Aquajet, il relance Vector au début des années 2000, avec une nouvelle fois des ambitions démesurées. Le nouveau projet devait s'appuyer sur un concept 3-3-3, c'est-à-dire 3000 chevaux, 300 miles à l'heure, soit plus de 450 km/h, et un prix de vente de 3 millions de dollars. Mais l'ère des voitures à l'ancienne type Victor était révolue désormais, l'hybride devenait la norme. Qu'à cela ne tienne, en 2008, la WX8 fut mise en projet. Toujours sur les mêmes idées, s'inspirer de l'aéronautique et proposer des performances démesurées. Pour sa dernière création, Wiegert prévoit un moteur de 7 litres made in USA, 750 chevaux, le 0 à 100 en 3 secondes 3 et une top speed de 430 km/h. Tout en précisant que cette vitesse serait atteignable qu'avec la boîte de vitesse spéciale Bonneville. Bref, comme d'habitude, le type voit grand, très grand, trop grand. Et ce sont là finalement pratiquement les dernières nouvelles dont on dispose. Le site internet actuel de Vector est ultra vieillot, il date de 2008, les liens de la home ne fonctionnent pas, l'adresse email est encore en @aquajet.com et il serait très déraisonnable de parier sur un réel avenir pour la marque. Pourtant, on trouve sur le site, si on contourne des liens inopérants de la home, des images d'un véhicule en construction, mais cela ressemble plus à du beau bricolage qu'à la production d'un véritable véhicule opérationnel. En janvier 2019, les prototypes de WX3 du Salon de Genève 1993 appartenant à Wiegert ont été adieués chez Sotheby's à 500 000 $ pour le Roadster et 650 000 $ pour le coupé. En conclusion, Vector était donc un beau projet, sûrement un peu trop typé années 80 pour avoir de l'avenir. Son passionné créateur, aujourd'hui âgé de 75 ans, aura tout fait pour que son rêve prenne de l'ampleur. Il aura mis son argent, sa passion, mais impossible de qualifier le résultat de réelle réussite. Il lui aura sûrement manqué les moyens d'un Elon Musk. Même si des véhicules ont été produits, même si la marque a été engagée dans des courses automobiles aux États-Unis, elle reste confidentielle et est surtout présente dans les mémoires de gens comme moi, ados dans les années 80, qui rêvaient de la W8 dans les magazines, affichaient les pages découpées en guise de posters dans leur chambre et ne se posaient même pas la question du lien qu'il pouvait y avoir entre cet hypercar et les filles en position lascive, parfois un peu dénudées, très souvent associées aux images. Ah, les 80s. Du côté des projets ambitieux automobiles, dans la même veine, le constructeur suédois Koenigsegg, sur un concept similaire, a terriblement mieux réussi que Wiegert. Mais ceci est une autre histoire, que je te raconterai peut-être lors d'un prochain biomécanique. D'ici là, abonne-toi, clique sur la cloche, partage et like. Salut à toi, bye bye.